Hey, bonjour tout le monde, vous êtes sur le francophone avec Yann et Mathieu. Salut Matt, comment ça va? Salut Yann, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de réanimation, mais d'état post-réanimation. Je pense que tout le monde aux soins intensifs est à l'aise avec la réanimation, mais ce sur quoi on est moins à l'aise, c'est souvent ce qui se passe après la réanimation, l'éveil, la conscience, les pronostics neuro et tout et tout. C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, Mathieu, ça fait quand même longtemps qu'aux soins intensifs, on fait de la réanimation. Ça fait 60 ans, 1956, la première défibrillation efficace par Dr. Zoll. Pour ceux que ça leur dit quelque chose, Zoll, c'est nos appareils de défibrillateur. En 63, la RCR a été acceptée par l'American Heart Association. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on travaille là-dessus. Ça a stagné pendant plusieurs années. Au début des années 2000, l'hypothermie thérapeutique est venue un peu jouer sur les facteurs de pronostic. Ça a un peu perdu des plumes. Pour ceux qui sont intéressés, on a un podcast sur TTM2. Vous pourrez aller écouter dans les podcasts antérieurs. On sait que lorsqu'on fait un arrêt cardiaque puis qu'on ne masse pas le patient, ben, chaque minute qui passe, on a une survie qui baisse de 7 à 10. Quand on masse les patients, que ce soit par quelqu'un de compétent ou même quelqu'un de la famille qui n'est pas habitué, ben, on peut réduire la survie. En fait, on peut réduire la mortalité et améliorer la survie à 3 à 4. Donc, essentiellement, on double la survie lorsqu'on masse les patients. Quand on regarde certaines revues là, de la littérature, comme dans Circulation en 2019, ben, aux États-Unis, ils ont évalué que 350 000 arrêts cardiaques en dehors de l'hôpital, ben, la survie au congé était seulement de 12 alors qu'il y avait 210 000 patients intra-hospitaliers que la survie au congé était 25. Bon an, mal an, globalement, la survie avec un bon pronostic et une récupération quasi complète est en bas de 10. Selon les études, ça va de 3 à 8. Donc, globalement, on a beau travailler fort sur ces patients-là, prendre du temps, de l'énergie, des ressources, de l'argent. Au bout de la ligne, on n'a pas toujours des pronostics qui sont adéquats. Mais ce que nous, on ne voit pas aux soins intensifs, c'est tout ce qui se passe après. Ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que ben, une étude intéressante en 2016 dans Resuscitation avait montré qu'il y avait un tiers des patients qui retiraient les soins très rapidement en dedans de 72 heures. Puis on s'est rendu compte qu'il y a peut-être que 65 de ces patients-là auraient pu bénéficier d'une bonne récupération fonctionnelle si on avait attendu plus de 72 heures. C'est pour ça que le 72 heures, c'est le chiffre qu'on entend souvent, puis qu'on se rend compte que peut-être qu'il faut être un peu plus patient maintenant. Alors, pour parler de toutes ces choses-là, puis de tout ce qui vient après, Mathieu, on a demandé à Dr. Marie-Michel Briand de venir nous présenter un peu ce sur quoi elle travaille. C'est une physiatre de Sacré-Cœur. Alors, bonjour, Dr. Briand, content de vous avoir avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Fait que d'entrée de jeu, je dirais, un physiatre qui s'occupe d'une récupération neurologique, c'est comme un peu hors de l'ordinaire. Fait que je comprends que vous avez fait votre fellow en recherche, puis là, vous avez votre PhD qui est en trouble de la conscience, mais parlez-moi donc un peu de pourquoi vous avez été intéressé par ce sujet-là, puis qu'est-ce qui se passe dans votre travail de tous les jours là, à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. En fait, dans ma formation, pendant ma résidence de physiatrie, j'ai tombé en amour avec les patients qui ont des traumas crâniens. Euh, Puis la première état du trauma crânien, ça s'appelle l'amnésie post-traumatique, qui est un peu dans le continuum final des troubles de la conscience, où les patients se rappellent de rien, puis paf, en 3 jours, il y a des connexions qui se font dans le cerveau, puis tout d'un coup, ça revient, puis ils se rappellent de vous. Puis là, c'est comme une nouvelle personne. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire parce que personne ne comprend comment ça fonctionne. Mais c'est dur à étudier. Donc, en allant plus profondément dans le trouble de la conscience, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Pourquoi que après une réanimation cardio-respiratoire, il y en a qui se réveillent, il y en a qui se réveillent pas, puis qu'est-ce qui arrive avec eux? Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Belgique d'abord. Dans le, j'ai été avec le coma Science Group, qui est un des plus gros groupes de recherche de troubles de la conscience là, en Europe, puis je dirais même sur la planète. Étudier avec eux, puis apprendre à comment évaluer la conscience. Puis, pour me retrouver finalement
l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal où je fais des consultations de patients aux soins intensifs en troubles de la conscience. Bon, ben c'est excellent. Je suis extrêmement content de vous avoir avec nous. Vous allez pouvoir faire profiter de votre expertise sur votre domaine de prédilection. Fait que, d'entrée de jeu, je vous demanderais, c'est quoi la conscience? Parce que quand on a des différentes définitions, la religion, la philosophie, la science, tout le monde a essayé de donner une définition de la conscience. Pour vous, c'est quoi la conscience? Moi, je vais plutôt vous parler de la définition plus médicale. La conscience est divisée en deux volets. L'éveil, donc la capacité à ouvrir les yeux, et la conscience. Malheureusement, en français, c'est comme s'il nous manquait un mot. En anglais, ils disent arousal pour l'éveil et awareness pour la conscience. Puis la conscience, elle est divisée en deux volets aussi. Il y a la conscience du soi, qui est qui est présente quand on fait notre langage interne, ou on se parle à soi-même, ou on fait notre liste d'épicerie en attendant dans le file d'attente. On se rend plus ou moins compte de ce qui se passe autour de nous. Puis, il y a la conscience externe ou la conscience de l'environnement, qui est la conscience qui réagit à tout ce qu'il y a autour de nous, à tous les stimuli qui nous parviennent auxquels on réagit. Donc, pour moi, c'est un peu ça, la conscience. Et ça prend de l'éveil et de la conscience du soi et externe pour être pleinement conscient au complet. Est-ce qu'il y a plusieurs états de conscience différents? Est-ce que c'est un spectre? Comment on peut définir ça pour être capable de bien évaluer nos patients? Oui, il y a plusieurs diagnostics reliés aux troubles de la conscience. Le coma, qui est un état où on n'a ni éveil, peu importe le stimuli qu'on fait, les yeux n'ouvrent jamais, qui est un peu différent du coma médical, là, et qui n'a pas de conscience. Mais souvent, il est relayé un peu hors des troubles de la conscience parce que, dans le fond, il n'y a pas vraiment de pronostic à faire parce qu'en général, ça finit mal. Ensuite de ça, il y a l'état d'éveil non répondant, qu'on appelait avant l'état neurovégétatif, mais qu'on essaye de changer de nom avec le temps pour que ça soit moins péjoratif, justement, puis qu'on dise pas je tourne le légume dans la chambre 3. Fait que c'est très descriptif, là. État d'éveil, ça veut dire que les patients ouvrent les yeux soit de façon spontanée ou à la stimulation douloureuse ou non. Et non répondant, ça veut dire que peu importe la stimulation qu'on fait autour du patient, il n'y a pas de réaction qui a de lien avec le stimulus. Fait que ça, c'est un état d'éveil c'est lui qui a le moins bon pronostic, puis c'est lui le plus bas dans l'échelle. Ensuite, il y a l'état de conscience minimale, qui est maintenant divisé en minimal moins et minimal plus. Fait que ça, c'est des états de conscience où l'éveil est toujours présent, mais en plus, il y a des signes de conscience. Donc, il y a une réaction à certains stimulus qui varie dans le temps, mais qui est reproductible. Le mot-clé, c'est reproductible parce que ça dépend. Des fois, si le patient est trop fatigué, par exemple, si vous avez fait une bronchoscopie le matin, mais ça se peut qu'une heure après, s'il était capable de localiser un son, ça se peut qu'après la bronchoscopie, il soit plus capable de localiser le son, parce que le cerveau, il est trop fatigué pour être capable de faire le maximum qu'il est capable de faire. Et le moins et le plus est divisé selon les capacités résiduelles liées au langage. Donc, l'état de conscience minimal plus est associé à toutes les capacités résiduelles liées au langage. Donc, comme suivre une commande, sinon être capable de former des mots. Donc, ça peut être, si c'est juste un son, ça compte pas, mais un mot avec une consonne, une voyelle puis une consonne, ça fonctionne. Et être capable de faire une tentative de communication. C'est-à-dire que le patient, les réponses oui, non, peu importe le code qu'on a déterminé, est possible, mais non fiable. Fait que souvent, c'est ça qu'on utilise que ça nous prend pour être dans un état de conscience minimal plus. Tout ce qui est entre les deux, moins, donc localisation du son, poursuite visuelle, fixation visuelle, localisation de la douleur, c'est tout du minimal moins. Puis le dernier état, c'est l'émergence de l'état de conscience. Donc, ça nous prend un des deux critères, soit être capable d'utiliser au moins deux objets de façon fonctionnelle. Donc, si je donne une cuillère, je donne une cuillère au patient, il le met dans sa bouche deux fois. Puis sinon, il faut qu'il soit capable de faire un code oui-non de façon fiable. Fait que je pose plusieurs questions dont je connais les réponses. S'il me fait un score de 6 sur 6, en général, ça veut dire qu'il est émergé. Mais il faut qu'il me le fasse deux fois sur deux évaluations de suite. Parce que juste une fois, on se dit que ça peut être la chance, mais la science n'aime pas la chance.
Et ça, c'est nos états de conscience, c'est notre éventail de diagnostics possibles en troubles de la conscience. OK, parfait, docteur Briand. Donc, on voit un peu le spectre du plus profond au moins profond des altérations de l'état de conscience. C'est intéressant. Je pense qu'il y a un autre élément qu'on avait parlé avant l'enregistrement. Vous aviez un élément important à ajouter sur la dissociation cognitivo-motrice. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, ça, dans le fond, c'est des patients qui ont eu une atteinte cérébrale, donc pas juste du tronc cérébral, là, mais vraiment de l'encéphale. Quand on les évalue de façon clinique, réagissent pas vraiment à leur environnement ou aux stimulations qu'on fait, mais qui, qu'on analyse leur cerveau, ont un fonctionnement de cerveau assez proche d'une personne normale. Les premiers qui ont décrit vraiment ça dans la littérature, c'est les gens à New York, puis ils demandaient aux patients de serrer la main. Consigne simple, là, mais ils faisaient avec un EEG. Puis là, on voyait que tant de temps après la commande, il y avait toujours la même réponse, même si le patient ne serrait pas du tout la main. Fait que c'est comme ça ça a commencé à être décrit. Puis là, en principe, il y aurait de 10 à 15% des patients qui ont un trouble de la conscience, qui ont une activité cérébrale plus proche de la normale, qui ont l'air d'être normales. S'il y avait un bloc entre la compréhension et l'action, là, finalement. Ben, comme s'ils n'étaient pas capables d'envoyer de commandes à leur corps pour réagir. OK, d'accord. Intéressant. Lorsqu'on regarde ces patients-là, ben, il faut être capable de les stratifier. Donc, on a des facteurs de pronostic. Ce qu'on sait, c'est qu'on est meilleur dans les facteurs de mauvais pronostic que dans les facteurs de bons pronostics. Comment on peut pronostiquer ces patients-là? Exactement. Donc, on est très bon pour dire ça va mal aller, mais beaucoup moins pour dire ça va bien aller. Fait que probablement que la plupart des auditeurs connaissent certains facteurs de mauvais pronostic. Donc, une absence du réflexe pupillaire bilatéral, une absence de réflexe cornéen bilatéral. Étonnamment, le temps de réanimation est pas vraiment dans les facteurs pronostiques, là, même si cliniquement on les utilise, là, c'est comme 12 minutes de RCR ou versus 2 minutes de RCR, mais il y a trop de variabilité, fait que c'était pas dans les études à ce que je cherche, ça ressort pas tant que ça dans les facteurs pronostiques. Après ça, il y a les potentiels évoqués somatosensitifs qui sont malheureusement peu disponibles dans la plupart des hôpitaux, soit parce que techniquement, on n'est pas capable de les faire ou on n'a personne pour les interpréter. Et il commence à avoir des études là, qui étudient, dans le fond, les caractéristiques communes des patients qui avaient des potentiels évoqués somatosensitifs absents. Qu'est-ce qu'ils ont en commun pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas accès à un potentiel à cette technique-là? Dont la présence de myoclonie là, qui ressort comme un mauvais pronostic, plus les pupilles, plus les cornées là, qu'on a déjà parlé. Il y a un biomarqueur aussi qui commence à être disponible au Québec qui s'appelle en anglais on dit le NSE, mais qui est l'énolase spécifique aux neurones, qui est dans le fond un marqueur de mort neuronale. Donc le laboratoire au Québec le fait, mais c'est juste qu'il y a un délai entre quand on envoie le test sanguin puis la réception du résultat. Donc, ça rend ça difficile là, pour son utilité à court terme pour le pronostic est quand même limité. Mais plus qu'on en demande, j'imagine que plus ça va s'améliorer. Donc, on peut essayer tout le monde d'en demander. Ça va peut-être aider. Donc, je dirais que l'imagerie, c'est sûr que l'imagerie peut nous aider, mais la corrélation n'est pas toujours bonne. Fait que des fois, il faut faire attention. Mais si même au TDM, là, les signes d'anoxie ou d'ischémie cérébrale sont importantes, c'est quand même en défaveur d'un bon pronostic, là. OK, merci, docteur Briand. Puis je voudrais juste ajouter un truc au niveau des durées d'RCA. Vous questionnez tout à l'heure sur la durée d'RCA. Ce qu'on se rend compte, là, c'est que lorsqu'on est à 30 minutes de réanimation, le taux de survie est à 0,8 et le taux de survie avec un état neurologique intact est à 0,4 Et lorsqu'on se rend jusqu'à 53 minutes, ben là, on est rendu à 0% de survie neurologique intacte. Donc, c'est pour ça, en général, que lorsqu'on dépasse le 30 à 45 minutes, souvent, la plupart des médecins arrêtent la réanimation, là, surtout en salle d'urgence, là, qu'on voit ça. C'est rare qu'on va dépasser ce temps-là, sauf s'il y a des facteurs confrontants comme un patient en hypothermie retrouvé dans l'eau ou dans la neige, là. Mais en général, au-delà de 30 minutes, c'est extrêmement rare qu'on va avoir des survies
défavorable. Alors, justement, docteur Briand, je veux savoir, lorsqu'on a des survies, puis lorsqu'on a un patient qui réussit à sortir des soins intensifs, puis qu'on peut les envoyer en réadaptation, là, pas ceux qui s'en sortent indemnes rapidement là, dans les premiers 24-48 heures, mais ceux qui restent avec des séquelles, ça ressemble à quoi les atteintes chroniques et classiques là, que les patients vont en voir, là, que vous allez voir, vous, dans votre pratique? En fait, les patients qui se rendent en centre de réadaptation, c'est des patients qui ont émergé d'un trouble de la conscience et qui sont capables de répondre à faire de la thérapie, là. Fait que c'est des patients qui ont vraiment évolué de façon positive, mais qui restent avec des déficits assez grands pour pas être capables de retourner directement à la maison. En général, les localisations du cerveau qui manquent d'oxygène le plus vite, c'est ceux qui en consomment, les cellules qui en consomment le plus, donc l'hippocampe. Donc, ça leur donne souvent des troubles de mémoire, souvent un peu comme, qui ressemble plus à l'Alzheimer, c'est-à-dire que les questions autobiographiques sont meilleures que la mémoire court, moyen terme. Puis, ils répondent parfois on peut leur donner un peu de mémantine, là, ou pour essayer de favoriser la récupération de la mémoire. Ensuite de ça, il y a le cervelet aussi qui consomme beaucoup d'oxygène. Donc, souvent, ça leur donne de la dysmétrie, de l'ataxie. Parfois, ils ont besoin d'un accessoire de marche pour aider à leur équilibre. Puis ça, il y a quelques études qui démontrent que le bupropion pourrait les aider, aiderait à l'ataxie en post-réanimation cardio-respiratoire. J'ai eu quelques patients aussi qui ont développé, on va dire, le posturing. C'est un peu une extension non volontaire des jambes. Fait que c'est comme si c'était en posture de décortication ou de décérébration, mais sans les bras. Donc, ils sont pas capables de plier volontairement leurs genoux puis leurs chevilles, ou en tout cas avec une très grande difficulté. Puis j'ai certains ils ont quitté en fauteuil roulant à cause de ça. Pas, ils étaient capables de payer leur facture, puis cognitivement, ça allait assez bien, mais puis suffisamment bien pour retourner à la maison, mais pas assez suffisamment bien pour pouvoir marcher. Je dirais que c'est moins décrit, mais que je commence à en observer plus que ce qui est décrit dans la littérature. C'est peut-être un peu un effet. Il y a beaucoup de patients qui développent un syndrome d'hyperactivité sympathique paroxysmale post-réanimation, ou même post-trauma crânien aussi, là, qui fait aussi ce posturing-là, mais qui est souvent accompagné de tachycardie, sudation abondante, hypertension artérielle, puis qu'il faut traiter. Puis qui font un peu de température centrale aussi là-dessus. Mais c'est possible que la partie posturing se maintienne à plus long terme, mais puis que vu que les signes vitaux sont tous revenus normaux, bon, on arrête la médication reliée à ça. Dans le fond, peut-être qu'on devrait la poursuivre plus longtemps. Mais c'est mon observation clinique, là, c'est pas vraiment evidence-based, cette partie. OK. Et entre le moment que nous, on s'en occupe, on les stabilise, on les garde en vie, puis on réussit à les sortir de la période, puis là, ils se réveillent. Puis vous, après ça, quand vous rentrez dans toute la réhabilitation, tout ça, bien, entre les deux, est-ce qu'il y a des traitements qui sont reconnus? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour essayer d'améliorer l'outcome? Ce que je comprenais, c'est qu'il y avait certains médicaments comme la Mantadine ou le Zopidem. Pouvez-vous nous en parler un peu, puis voir un peu si c'est quelque chose qu'on devrait être un peu plus rapide sur la gâchette pour débuter ce genre de traitement-là? La seule étude randomisée contrôlée qu'on a avec des patients en trouble de la conscience, il y a un groupe qui a eu la Mantadine, il y a un groupe qui n'a pas eu de Mantadine. Puis on voit que les patients qui ont eu la Mantadine s'améliorent un peu plus vite, mais qui, au bout du suivi à 6-12 semaines, et sont tous rendus au même point. Donc, qu'on la donne ou qu'on la donne pas, on peut pas dire que scientifiquement ça fait une différence. Sauf que aux soins intensifs en Amérique du Nord, on base beaucoup notre poursuite des traitements actifs sur l'amélioration du patient. Donc, si on s'améliore un peu plus vite, ça se pourrait que ça encourage tout le monde à continuer les soins actifs. Donc, ça peut faire une différence au bout de la ligne. Le Ritalin sera un peu dans le même principe que la Mantadine. Oui, mais le Ritalin, en principe, il est plus pro-dopaminergique. Il pourrait amener plus d'agitation un peu, ce que la Mantadine fait moins. Puis l'agitation aux soins, on sait que c'est plus ou moins toléré. Ou en tout cas, les gens n'aiment pas beaucoup ça. Puis il y a plus de chances qu'on donne des antipsychotiques, qu'on donne de l'Aldol, qu'on donne des benzos pour calmer le patient. Ça nuit à la récupération du cerveau. Fait
je préfère quand même la Mantadine pour ce côté-là. On parlait de l'agitation, là, mais comment on pourrait mieux traiter notre agitation aux soins intensifs? Le Précédex, pour certains, semble avoir une assez bonne efficacité clinique. C'est un agoniste alpha, donc il traite aussi en même temps le syndrome d'hyperactivité sympathique paroxysmale. Donc, on peut jouer un peu sur deux tableaux en même temps. C'est comme l'équivalent de la clonidine, là. Fait que ça joue sur ça, puis ça peut avoir un impact positif sur l'agitation. Fait que je dirais que aux soins, vu que vous utilisez le Précédex pour d'autres choses également, c'est pas une mauvaise idée de le poursuivre un petit peu pour ça. C'est pas supposé de jouer nécessairement sur l'altération de l'état de conscience, tout dépendant de la dose que le patient reçoit. Corrige-moi si j'ai tort, Mathieu, mais le problème avec le Précédex, c'est qu'on est limité dans le temps de son utilisation. Hein. Après le 72 heures, c'est un peu difficile. Ou est-ce que tu vois un peu plus de durée augmentée maintenant là, dans les dernières années? Oui, on disait 24 heures au début, mais dans les études, c'était du 5 à 7 jours de durée de traitement. Donc, on sait qu'on peut l'utiliser sur une plus longue période. Et il y a des cas rapportés maintenant qui ont été une utilisation jusqu'à 1 mois. Donc, on a beaucoup de recul avec la DEX sur une plus longue période. Peut l'utiliser. La seule chose, par contre, c'est qu'il y a de la température qui peut être associée avec la DEX. Nous, on a observé là, qu'il semble y avoir vraiment une dose-réponse avec ça. Dès que tu approches le 1 microgramme kilo-heure, on dirait que c'est à partir de ça. Puis, des fois, juste assez de le diminuer d'un palier là, de 0,1, ça peut être des fois juste suffisant pour le faire arrêter de chauffer. Donc, le seuil se situe autour de 1 microgramme kilo-heure, mais c'est sûr que ça peut varier selon chaque patient. C'est ce qui semble corréler avec la littérature également. Donc, il y a vraiment une dose-réponse qui est associée à la température. Malgré que la dose en 1 est encore dans le profil sécuritaire, on est en bas de 1,4. Oui, exactement. On reste vraiment en bas de 1,4 microgrammes qui est la dose max. Parce que dans le fond, ça donne rien d'aller au-dessus de cette dose-là parce que tu vas juste avoir plus d'effets secondaires et tu n'auras pas nécessairement un gain en termes de sédation. Le seuil se situe, comme je disais, autour de 1 microgramme kilo-heure. Ça va varier entre les patients. Là, on a déjà eu des patients. Mais c'est vraiment magique. Là. Dès que tu passes ce seuil-là, le patient se met à chauffer. Puis quand tu le diminues, là, puis tu passes en dessous du seuil, là, pouf, le patient il arrête de chauffer. J'aimerais ça vous entendre les deux sur le zolpidem. Je voudrais qu'on passe là-dessus. Je sais que c'est peut-être pas tout à fait reconnu, mais avoir un peu votre opinion là-dessus, Dr. Briand, sur ce que ça peut faire qui semble un petit peu extraordinaire là, dans son efficacité. Oui, mais en fait, c'est surtout chez les patients chroniques que ça a été testé. Donc, des patients qui ont un trouble de la conscience, un état de conscience minimal, qui, quand on leur donne le zolpidem, qui est un médicament pour dormir à la base, font un effet paradoxal. Puis au lieu de dormir, ils se réveillent, puis ils deviennent conscients. Ils peuvent parler, ils répondent à leur environnement. Le seul problème, c'est qu'il y a de l'accoutumance à ce médicament-là, puis on n'a pas encore trouvé la façon de faire. Donc, je sais que dans la littérature, il y a un patient que je crois que l'équipe de Belgique connaît, là, qui répondait très bien à la médication, mais à cause de l'accoutumance, sa famille a décidé qu'il recevait la médication le dimanche pour le brunch. Donc, pendant l'heure du brunch, il parle avec tout le monde, il lit son journal, puis ils ont comme un brunch presque normal. Bon, ça donne pas nécessairement la capacité de marcher, là, ça donne des fonctions cognitives. Là. Fait qu'ils vont manger avec lui à l'hôpital, mais tu sais, ils ont pratiquement des conversations qu'on peut dire usuelles. Puis quand l'effet du médicament s'estompe, en fait, le patient revient dans son état de conscience minimale. Et c'est comme un peu extraordinaire, on dirait une drogue miracle, là, tu sais, il y a sûrement quelque chose à aller voir ou étudier un peu plus en profondeur. Là. Mathieu, es-tu capable de nous expliquer, d'après toi, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? C'est une excellente question. Tu sais, il faut se rappeler, le zolpidem, c'est un petit cousin du zopiclone. Donc, c'est un agoniste GABA officiellement indiqué au Canada pour l'insomnie. Donc, c'est un peu contre-intuitif de se dire qu'on va prendre un médicament pour l'insomnie afin d'augmenter l'état d'éveil. Peut-être que ça pèse sur le bon piton au bon moment, vu que les voies neuronales anormales sont peut-être dérangées. Je sais pas, Dr. Briand, si vous avez plus d'informations. C'est comme si ça avait un effet paradoxal, on dirait, là, ce que je comprends. Oui, parce qu'en principe, les patients sont supposés dormir, puis là, ils se réveillent. Là.
Je ne sais pas pourquoi c'est l'effet paradoxal qui induit ça, mais les hypothèses dans la littérature disent que ça agirait sur le globus pallidus interna, qui est une partie du putamen, qui aurait un lien direct avec le thalamus, là, qui est une partie importante de la conscience. Et le mécanisme officiel reste à découvrir. Bon, comme je disais, c'est vraiment intéressant. Écoutez, merci à vous deux. Je pense qu'on a fait le tour. Pour terminer, Dr. Briand, là, juste pour conclure ça, là, je vous laisse toute la parole pour nous dire un peu qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne, qu'est-ce que les médecins qui font des soins intensifs, les infirmières, tous ceux qui nous écoutent, ce serait quoi les messages à retenir de toute cette discussion-là? Parce qu'on ne se le cachera pas, là, la conscience, les états de conscience, les atteintes neurologiques post-arrêt cardiaque ou post-traumatique, c'est vaste, on pourrait en parler pendant des heures. Mais juste pour conclure, là, qu'est-ce qu'on devrait retenir de toute cette discussion-là? Message numéro 1, je dirais que le 72 heures est un guide. C'est comme un minimum. Avant 72 heures, c'est trop tôt. 72 heures, c'est le minimum pour décider ce qui se passe. Plus de temps, à avoir plus de recul, c'est mieux. Deuxième point, il faut évaluer la conscience. C'est plus compliqué qu'essayer 2-3 commandes au chevet puis voir si le patient nous regarde ou ne nous regarde pas en restant 5 minutes dans la chambre. Ça prend plus de temps que ça. Ça prend malheureusement que c'est pas tout le monde qui a, là, je comprends ça, mais ça prend au moins 4 évaluations. Sinon, avec juste une, c'est 40% d'erreurs diagnostiques sur le niveau de conscience du patient. Donc, c'est beaucoup, là. Fait que ça en prend plusieurs. Puis l'échelle qu'on utilise, que j'ai pas nommée encore, c'est le Coma Recovery Scale Revise, donc on dit CRSR. Facile à trouver, là, googler, c'est facile. Ensuite de ça, je dirais essayer de réunir à la même place les facteurs pronostiques, parce que il y a plusieurs docteurs qui voient les patients, c'est pas facile de réunir ce que tout le monde a fait comme examen, puis quand il le fait. Et dernièrement, essayez la Mantadine. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. C'est un médicament qui coûte presque pas cher, que tous les hôpitaux ont. Puis c'est facile à donner, c'est 100 mg le matin et le midi. Puis on peut monter jusqu'à 200 mg matin-midi. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, mais vous le laissez au moins 1 mois. Ou jusqu'à ce que le patient émerge, là, donc reprenne conscience. Un gros merci, Dr. Briand. C'était vraiment intéressant. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec nous. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Parlez-nous de vos expériences que vous avez avec des patients qui, des fois, vous ont surpris, se sont réveillés après un délai plus long que prévu. Fait qu'on a hâte de vous entendre et de vous lire là-dessus. Alors, merci, Mathieu. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Dr. Briand. Que je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Faites attention à vous. Au revoir. Merci. Merci, Dr. Briand. Merci, Yann. Merci tout le monde. Faites attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.